Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, je vais donc introduire cette séance sur l'endoscopie en traumatologie oculaire. Alors, l'endoscopie ophtalmologique, c'est un rêve depuis de nombreuses années. Les pionniers étaient américains, c'était Thorpe et Lydecker en 1934, déjà une publication en traumatologie, puisqu'ils avaient utilisé pour la première fois un endoscope en chirurgie oculaire pour repérer et surtout extraire des corps étrangers non magnétiques en segment postérieur. À l'époque, on les extrayait quand ils étaient magnétiques avec un électroaimant ab externo, mais là, ils ont utilisé pour la première fois un endoscope. Les frères Léon, dans les années 80, ont vulgarisé cette technique au travers d'un ouvrage qui n'a pas été renouvelé depuis et qui fait référence. Alors, ce mode opératoire a évolué, comme dans vos spécialités à vous aussi, qui utilisez bien plus fréquemment que nous l'endoscopie, passant de l'observation directe, avant les années 85-90, à la vidéo-endoscopie, d'abord avec des sondes pour nous relativement grosses, puisqu'elles faisaient 19 gauges, 20 gauges ensuite, enfin à l'heure actuelle 21 et 23 gauges, qui sont en fait le type de fibre qu'on utilise à l'heure actuelle très aisément en vitrectomie par exemple. Alors en vitrectomie, on est même passé à 27 gauges à l'heure actuelle. Alors ça s'est développé en ophtalmologie tout simplement parce qu'il y a eu des progrès conjoints. Tout d'abord en microchirurgie oculaire, le professeur Laroche vous en a fait part, en imagerie bien sûr, microchirurgicale, on a des images à 17 000 pixels pour des sondes de 20 gauges, ce qui est relativement confortable. Il y a eu une amélioration sur la qualité visuelle au travers de ce petit tube à 140 degrés. Également des progrès en microtransmission, puisque les fibres optiques ont été de plus en plus performantes, alors qu'elles étaient également de plus en plus fines. Enfin, nous avons bien évidemment bénéficié des progrès que vous avez fait aussi en neurologie, en chirurgie viscérale, en endoscopie. Alors, quels sont les avantages pour l'ophtalmologiste? C'est évidemment une technique peu invasive qui donne un examen panoramique ab interno du globe oculaire. Ça permet surtout quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, nous, chirurgiens ophtalmologistes, c'est-à-dire une vue sagittale, qui va en fait compléter une vue axiale qu'on a tous, nous, dès qu'on franchit le microscope, par l'intermédiaire en fait, de voies d'abord qui sont classiques pour nous, la voie antérieure, qui soit cornéenne ou limbique, mais également par voie postérieure, classiquement par la pars plana, qui est la voie d'abord des vitrectomies. Alors vous voyez là un mode d'installation avec le microscope habituel utilisé en ophtalmologie et latéralement, la colonne d'endoscopie. Donc le chirurgien doit balayer les deux espaces. Alors on explore en fait une zone tout à fait intéressante qui n'est pas abordée très facilement en microscopie habituelle, classique. C'est la région qui se situe en fait à la face postérieure de l'iris. Ici, les procès ciliaires essentiellement, et puis la base du vitré, nous allons voir ça ensuite. Alors il y a malheureusement des contraintes liées bien évidemment à la miniaturisation de ces sondes. Il va falloir en fait faire un compromis entre la taille de la fibre, essentielle dans ce petit globe, et puis la résolution de l'image. Donc vous avez une très bonne résolution pour les fibres de 19-20 gauges, et malheureusement une résolution à l'heure actuelle encore un petit peu moins pour des fibres plus fines, 21-23. Ceci étant, à la tête de l'endoscope, il persiste encore 5% de lumière. Il faut savoir que la partie bleue du spectre est peu transmise, ça donne souvent un aspect à cette image un peu trop jaunâtre ou trop marron par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir. Et on peut dire qu'il n'y a pas de vision stéréoscopique, ce qui quelquefois peut nous surprendre. Deuxième contrainte, elle n'est pas des moindres, c'est la fragilité de ces sondes. Et à l'heure où les blocs ont une stérilisation quelquefois externalisée, malmènent un petit peu nos micros-instruments, et bien ma foi, il peut y avoir un petit peu de casse. Alors un petit coût économique, une fibre, ça fait à peu près 2 000 €, restérilisable 8 fois en autoclave et 16 fois en stérate, ça peut être un investissement assez important pour un bloc opératoire. Alors venons maintenant à l'intérêt de cette technique dans notre spécialité. Alors, il y a un examen direct du territoire dont je vous ai parlé, ce territoire anatomique et fonctionnel qui est peu accessible, qu'on connaît mal visuellement, qui est la zone irido-cilio-rétinienne, qui comprend la face postérieure de l'iris, les procès ciliaires, la base du vitré, l'aura serrata et la pars plana, la pars spicata. C'est la face cachée du monde intraoculaire qu'on arrive à aborder en fait grâce à l'endoscope, sans manipulation du segment antérieur. On a l'habitude d'indenter, nous, avec un aide pour permettre en fait la visualisation dans un microscope de cette zone, mais il faut encore que l'aide opératoire soit capable de bien vous indenter. Ce n'est pas toujours le cas. Alors venons maintenant à l'application.
on peut en fait utiliser cette endoscopie au niveau du segment antérieur. Pourquoi faire? Première application, c'est ce qu'on appelle le glaucome post-traumatique réfractaire. Qu'est-ce que ce glaucome? C'est un glaucome post-traumatique, quelquefois mal équilibré par les traitements dits médicaux, les collyres, quelquefois aussi mal géré par une chirurgie qu'on appelle filtrante. Et malheureusement, elle est obligée de faire autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est la destruction des procès ciliaires. Alors comment s'y prend-on à l'heure actuelle? Essentiellement ab externo, avec un laser qui va détruire les procès ciliaires, donc baisser la production tumeur aqueuse. Malheureusement, il peut y avoir une énergie délivrée trop importante, on n'a pas un accès visuel très confortable, d'où le développement de l'endoscope pour aller in situ, aborder ces procès ciliaires, avoir un contrôle parfait de notre action péropératoire sur l'épithélium ciliaire. On est éclairé avec une source xénon, on utilise une faible énergie qu'on contrôle bien, ce qui diminue d'autant les phénomènes inflammatoires après endocyclophotocoagulation. Donc je vous montre un cas clinique, c'est une contusion oculaire grave chez un sujet qui était victime de contusion par airbag. La première semaine, on a un gros éphéma en voie de résorption, une cataracte traumatique, une mydriase parce que le sphincter est paralysé, une hypertonie, excusez-moi, je reviens en arrière. Premier mois post-opératoire, on essaie de gérer l'hypertonie avec des traitements par collier ou par médicaments par voie orale. On réalise une chirurgie de la cataracte pour accéder au segment postérieur parce que cette cataracte a mûri. Alors là, en l'occurrence, on a une rupture capsulaire et on n'a pas en fait d'implant mis en place. On aborde le segment postérieur, mais il y a toujours une hypertonie réfractaire. D'où indication de cycloaffaiblissement pour normaliser cette pression. Donc voilà ce qu'on fait en endocyclophotocoagulation. Là, vous avez la vue endoscopique. Je pense que les chirurgiens habitués à l'endoscopie, à ma foi, doivent se repérer dans ce petit tube. Vous voyez là la cautérisation, vous voyez en direct avec le pointage du laser, sa petite cible rouge, et la rétraction de ces procès ciliaires qui blanchissent sous l'effet du laser et qui vont donc les détruire de façon très très précise. Donc on a un contrôle parfait, c'est une chirurgie élégante et finalement peu inflammatoire. Alors, c'est facilité là, par voie antérieure parce qu'on n'avait plus de cristallin, mais on peut tout à fait aborder par voie postérieure si le patient est encore FAC ou pseudo-FAC. En dernier temps, cette patiente, en l'occurrence, était implantée en intraoculaire, avec mise en place d'un implant, vous voyez là, qui gère aussi la perte du sphincter pupillaire, puisque vous voyez que l'implant, en fait, pour corriger la phakie, donc les pseudo-FAC, a une petite couronne qui permet en fait de sélectionner un diaphragme représentant une fausse pupille pour gérer sa photophobie. Alors venons-en maintenant au segment postérieur, à la traumatologie. Alors une deuxième application, cette fois-ci pour le tonus, il y a quelquefois malheureusement sur des globes traumatisés qui ont quelquefois été multi-opérés, il y a des problèmes d'hypotonie chronique avec des yeux qui partent malheureusement ce qu'on appelle en phtise, parce qu'il y a en fait une prolifération de membranes périphéro-rétiniennes sur les procès ciliaires, sur les corps ciliaires qui ne sécrètent plus. Il est très difficile d'aborder en fait la résection de ces membranes par voie postérieure avec le microscope, et l'endoscope facilite en fait ce travail pour aller enlever ce tissu fibreux et permettre à ces procès ciliaires de resécréter pour avoir un tonus et une trophicité normale. Il y a des belles publications sur ce genre de chirurgie à l'heure actuelle. Alors le deuxième intérêt, si on s'éloigne des procès ciliaires, dont je vous ai parlé, et maintenant c'est l'abord en fait, du segment postérieur alors que les milieux ne sont plus transparents. Ça c'est une avancée majeure. Quand la cornée malheureusement est complètement opaque, quand il y a un iphéma très dense qu'on ne pourra pas laver, l'endoscope, de ma foi, est une arme très précise en complément de l'imagerie habituelle qu'on a, un scanner, échographie bien évidemment. Alors on a à l'heure actuelle une autre possibilité pour travailler sur le segment postérieur quand la cornée essentiellement ne le permet pas, c'est ce qu'on appelle la kératoprothèse transitoire. Donc je vais vous présenter en fait les deux versions, la kératoprothèse, vous verrez, et l'endoscopie et son apport. Alors il y a une étude intéressante qui est sortie en 2018 qui reprend en fait 50% de patients traités à l'aide d'une kératoprothèse ou en endoscopie pour un abord du segment postérieur, en l'occurrence c'est des traumatismes oculaires de guerre, qui fait la part des choses. Les résultats sont équivalents dans les deux techniques, à ceci près qu'il y a une rapidité du geste supérieure en endoscopie, donc ce qui est quand même très intéressant pour les auteurs. Alors voyons la prise en charge conventionnelle avec une kératoprothèse au travers d'un exemple.
c'est une prise en charge en secondaire, une explosion de mine. Vous voyez que la cornée en fait, est complètement opacifiée, elle est néovascularisée, on ne peut pas passer au travers. On trépane cette cornée, on met en place un système d'infusion postérieure, on refait le segment antérieur. Vous voyez que là, on enlève un cristallin qui n'est même pas cataracté. Et puis, on va mettre en place cette kératoprothèse transitoire qu'on va fixer pour pouvoir aborder le segment postérieur, et notamment la rétine. On fait une chirurgie vitréorétinienne classique grâce à cette kératoprothèse, mais quand même nécessité en fait une trépanation et ensuite une greffe de cornée pour finir. Donc, la prise en charge endoscopique maintenant au travers d'un deuxième exemple. Là, c'est une plaie oculaire bilatérale, malheureusement, par brise de pare-brise d'un véhicule de l'avant blindé, une attaque donc, par un véhicule suicide bomber pendant l'opération Barkhane. Ce patient est pris en charge à l'antenne dite chirurgicale, 1 heure après l'accident. Vous voyez que le globe oculaire droit est perdu par un éclatement du globe oculaire. Le globe oculaire gauche peut être encore sauvé. Il a une plaie, vous voyez, en étoile, un cornéo-limbique central. Il est évacué. Alors, juste avant, on fait un scanner sur place. Il met en évidence, vous voyez, à gauche, un globe éclaté, un volumineux corps étranger en verre. C'est très épais, le pare-brise de véhicule blindé, bien évidemment, vous en doutez. Et puis, dans l'œil droit, on va essayer de sauver un hématome choroïdien et un volumineux corps étranger en verre. Alors voilà, 18 heures après son évacuation vers la métropole, l'œil droit malheureusement perdu, je ne vous en parlerai pas, et l'œil gauche qu'on va prendre en charge. Chirurgie initiale, on fait une chirurgie souvent en 2 temps dans ces affaires-là, donc chirurgie initiale toute simple, parage suture, c'est assez classique. Vous voyez ici le vitré, donc on fait une vitrectomie antérieure, soigneuse, on expose, vous voyez que la cornée est très œdémaciée, difficile de voir au travers quelques heures après l'accident. On extrait à ciel ouvert, tout simplement, par la voie de la plaie, un volumineux corps étranger, donc on l'avait vu au scanner, en verre, vous voyez, qui est quand même très très épais. Et puis on fait une suture, cornéosclérale. On draine l'hématome aussi, c'est important de le drainer initialement, au stade où il est un petit peu liquéfié, pas organisé. Et puis on attend. Donc à J4, on reprend ce patient, vous voyez qu'on cette fois on le reprend donc, d'une façon classique par une vitrectomie postérieure avec 3 voies, un éclairage, donc une endoillumination. On est un petit peu gêné, vous voyez, par la suture cornéenne. Donc on nettoie, tant de faire se peut, cette hémorragie intravitréenne. Et puis finalement, 3 jours après, il y a un décollement de rétine totale, vous voyez, en parapluie ici, une petite attache à la papille. Donc on reprend le patient dès le lendemain, et cette fois par voie endoscopique. Donc, vous voyez les images que ça apporte. On voit tout à fait cette rétine décollée, toute pâle, avec de vastes déchirures, vous allez les voir au fur et à mesure, quasi circonférentielles. Il reste en fait la petite attache papillaire qu'on va voir au fond. Donc cette aide est très précieuse, comme vous le voyez, on voit très bien. La rétine est malheureusement décollée, mais pour nous magnifique. Enfin moi je trouve ces images magnifiques. Et puis on va réappliquer tranquillement, donc en s'aidant cet endoscope pour faire des manœuvres qu'on ne pourrait pas faire en toute sécurité au travers de cette cornée encore œdémaciée et qui ne pervers pas cette clarté. Voilà au final la réapplication d'un patch rétinien, on a dû disséquer tout autour. Malheureusement, vous avez vu le délabrement rétinien en grand périphérie, on réapplique avec un tamponnement classique par huile de silicone. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'endoscopie en traumatologie. Donc l'intérêt est grand, également au plan diagnostic et pronostic, parce que quand on reprend des patients, qu'on réopère, c'est fréquemment le cas en traumatologie, on peut se demander si le jeu en vaut la chandelle. Et donc il peut être intéressant de façon, je dirais, peu invasive, minimale invasive, d'aller voir la tête du nerf optique, parce qu'on ne la voit pas en échographie, on ne la voit pas à l'IRM, on ne la voit pas au scanner, pour savoir si ça vaut le coup. Si le nerf optique est blanc, ce n'est pas la peine d'aller faire une chirurgie très complexe, une greffe, prévoir un greffon, etc. Donc c'est intéressant aussi sur le plan pronostic. En conclusion, je pense que l'endoscopie doit maintenant faire partie de notre arsenal thérapeutique de prise en charge d'un traumatisme oculaire grave. C'est une aide au diagnostic, bien entendu dans les procédures complexes, vous l'avez vu, pour prévoir aussi un plan opératoire, ce n'est pas inutile, mais il faut former, et c'est quand même une technique qui n'a pas beaucoup de diffusion en ophtalmologie, raison de notre présence aujourd'hui dans cette belle académie, former sur des wet labs, les jeunes et les moins jeunes, utiliser des plateformes également de simulation, si ce n'est pas sur œil de porc. Alors je tiens à remercier, pour conclure, le professeur Wang, ici présent. Je l'ai mis à l'honneur, puisque c'est un petit peu grâce à lui, si aujourd'hui, avec
mon ami Laurent Laroche, nous sommes là à l'Académie pour vous présenter les avancées dans notre spécialité. Je vous remercie. Merci Françoise pour ce bel exposé, ces superbes vidéos. En tant qu'ophtalmologiste, je suis très admiratif. Alors, je me joins bien sûr à ton hommage rendu à notre ami Phuc Le Hoang. Comme on disait aux armées, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Y a-t-il des questions sur cette présentation sur l'endoscopie oculaire? Une question extrêmement banale, c'est-à-dire, bon là, nous sommes complètement émerveillés. Quid de la répartition sur le territoire de ce genre de technique? Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce qu'il faut transférer, peut-être avoir 300-400 seulement? Quelle est votre conception de l'utilisation? Je pense que dans tous les gros trauma centers ou les endroits où on fait les pieds du globe, il y a quand même des centres référents en traumatologie, ça me paraît relativement indispensable. Donc il y a une diffusion, oui maintenant il y en a au 15-20, il me semble, on m'a dit, non? Alors, si vous voulez l'exemple même, le 15-20, c'est pas un trauma center. Donc, oui, mais il faut les pieds du globe. Ma question est que le globe. Ah oui, mais ma question, si vous voulez, justement, est-ce que dans les centres, si vous voulez, comme Grenoble par exemple, qui est un grand centre de traumatologie de la face et de traumatisme crânien, est-ce qu'il y a un service d'ophtalmologie associé aux neurochirurgiens qui peut faire ce genre de choses? Parce que à mon sens, non. Ceux qui en font beaucoup, ce sont les gens qui sont initiés à ces techniques d'emblée, qui en font pas mal aussi en chirurgie, je dirais, du décollement de rétine complexe, parce que ça les a intéressés, ils en font. Ça se diffuse beaucoup dans le glaucome dont je vous ai parlé. Donc là, c'est la traumato, mais c'est aussi simplement des glaucomes chroniques réfractaires. On a copié-collé et on fait la même chose. Donc ça se développe plus sur ce plan-là, parce que c'est plus accessible. Peut-être moins sur la grosse traumato. Bon, maintenant, oui, ça ne sera que quelques centres. Il faut avoir l'habitude de faire la chirurgie vitréorétinienne. On ne se lance pas en otoscopie sans être un bon chirurgien vitréorétinien, donc ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Mais dans les centres qui font énormément de chirurgie vitréorétinienne, oui, ça me paraît être indispensable. Que quelques centres en France seraient suffisants. L'investissement, c'est 50 000 €. Mais après, vous avez vu le coût des sondes, ça casse beaucoup. On l'a utilisé 2 fois, ils ont cassé 2 sondes. C'était désarmant. Ma deuxième question, est-ce que dans les cas de décollement de rétine très complexe, oui, ça peut amener quelque chose par rapport aux techniques classiques non visuelles? Oui, ça aide. Ça aide, pas dans tous, mais dans les très complexes. Oui, quand on veut disséquer en extrême périphérie, c'est une aide. On ne va pas faire qu'à l'endoscope, on va faire avec les deux parce que c'est une aide. Elle existe. Puis moi, je pense qu'à force de l'utiliser, on va trouver que c'est indispensable. Ça va être comme le téléphone portable, cette affaire. Pour l'instant, ça reste un usage très très confidentiel, mais si on n'en parle pas, je pense que tous les chirurgiens sont passés par l'endoscopie à un moment donné, plutôt qu'ils y croyaient moins, puis maintenant vous ne passeriez pas d'un endoscope, donc je pense que c'est dans ce sens-là que ça répond à votre question, Monsieur le Président. Oui, ça a l'air très innovant. Alors, la question c'est, est-ce que cette intervention est inscrite à la nomenclature ou est-ce qu'il en est? Non, ce n'est pas inscrit à la nomenclature, mais en fait, vous faites une vitrectomie. On utilise une technique, oui, on utilise un matériel. Un matériel, voilà, on utilise un matériel pour être plus à l'aise, mieux voir, c'est quand même essentiel en chirurgie. Voilà, c'est une aide. On ne fera pas tout comme ça, mais c'est une corde à l'arc. C'est sûr qu'avec un microscope, on fait tellement de choses et on voit tellement bien. C'est pour ça que c'était passé sous silence l'endoscopie. Finalement, en ophtalmologie, on voyait trop bien dans le microscope. C'est un petit peu ça, mais il y a quand même des zones qu'on ne voit pas. Est-ce que vous pourriez parler un peu de la courbe d'apprentissage d'utiliser ce type de matériel? Non, il y a une petite courbe d'apprentissage dans toutes les chirurgies, mais un chirurgien qui se sert déjà de sonde, qui fait de la chirurgie vitréorétinienne, ça lui change pas sa vie. On a l'habitude de manipuler des petites sondes dans l'œil. Sincèrement, c'est pas ça. L'apprentissage, c'est peut-être l'utilisation, en fait, l'absence de profondeur de champ, pas de stéréoscopie, donc nous, ça nous chagrine un peu, on n'a pas l'habitude, on a toujours les deux yeux loin. Mais il va falloir qu'on s'y habitue. On commence déjà à passer à des systèmes 3D, on regarde un écran, il faut qu'on change nous aussi nos mentalités, on opère dans un microscope, maintenant on va opérer assis en regardant à l'écran, donc ça aussi, c'est un changement. On aura peut-être moins mal au dos. Bon, y a-t-il d'autres questions? Non, donc... Bravo madame pour cette remarquable communication. Il est vrai que je ne suis que chirurgien orthopédiste, donc on utilise effectivement de l'endoscopie, des arthroscopes, etc. On a parfois de mal un petit peu à s'habituer, en particulier avec l'effet fort oblique,
tous les cas, je voulais vous féliciter pour cette remarquable présentation et vous pouvez bien sûr compter sur l'Académie nationale de chirurgie pour diffuser cette technique, qu'elle soit encore connue dans votre belle spécialité.